Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il y a un sujet dont je parle depuis longtemps, qui est celui des espèces invasives, envahissantes, exotiques ou non. Mais l'aspect exotique est un des éléments qui est important dans la discussion. J'avais fait un premier article, il y a assez longtemps, sur mon ancien site internet, lorsque j'enseignais l'ornithologie en Belgique, et j'avais été très prudent dans cet article parce que j'avais encore relativement peu d'éléments. C'était plutôt mes observations de terrain qui me poussaient à mettre en doute la croyance générale. C'est souvent le cas sur beaucoup de sujets. Mais je voulais plus d'éléments. Et donc, un jour, il y a 4 ans, je dirais comme ça, de mémoire, il suffirait que je regarde la date, mais bon, je ne l'ai pas fait avant la vidéo, j'ai écrit un article qui s'intitule « Les espèces invasives sauvent souvent la biodiversité ». Il est dans le top 10 des articles les plus lus sur mon site internet, qui comporte quand même 2000 pages. Donc c'est très loin au-dessus de la moyenne. Je vous invite évidemment à le lire si ce n'est pas déjà fait, mais je dois reconnaître que c'est un article, à mon avis, bien écrit, mais bon, je ne vais pas me jeter des fleurs, hein, ça ne se fait pas, mais il est très long. Très long. Et c'est vrai que quelqu'un qui connaît le sujet à moitié ou peu, et qui lit tout, sincèrement, je ne vois pas comment il ne pourrait ne pas être convaincu. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires positifs, que ce soit sous la page ou encore plus, évidemment, dans les réseaux sociaux. Tout est expliqué, on analyse le concept de biodiversité, etc. Et je parviens à une conclusion dans cet article. Ce que je ne faisais pas dans le premier, où les questions étaient plutôt ouvertes. Donc, vous allez me dire pourquoi en reparler en vidéo. Eh bien, c'est simple. Je viens de vous le montrer, l'article est très long. Et comme c'est un long article, eh bien, les personnes qui s'intéressent sans plus au sujet ne vont pas tout lire. Soit ce sont des personnes qui trouvent ça peu intéressant, peu important, qui vont survoler, me dire « Ah oui, c'est bien », mais en fait, elles ne comprennent pas vraiment les implications. Ou alors, au contraire, c'est des personnes qui, parce que c'est la pensée mainstream, je dirais, pensent que je me trompe, et qui me disent « Est-ce que ton article prouve que tu as raison? Est-ce que c'était publié dans une revue scientifique? Non, donc ça ne m'intéresse pas. Les gens, les organismes disent que les espèces exotiques, c'est un problème, donc c'est un problème. » Et ils n'essayent pas de comprendre le contenu de l'article. Bon, c'est assez humain, c'est comme ça, je trouve que c'est dommage, mais c'est comme ça, donc je ne peux rien y faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est en moins de 5 minutes, présenter des arguments et surtout des concepts pour que la personne qui a peu de temps à investir sur ce sujet, parce qu'elle l'estime pas suffisamment important, comprenne pourquoi je remets en cause cette croyance qui a la vie dure. Hein. Regardez, je prends ici, qu'est-ce que c'est? L'Office français de la biodiversité. Bon, maintenant sur la biodiversité, artificialisation des sols, évidemment, surexploitation des ressources, évidemment, changement climatique. En fait, pour l'instant, en France, pas tellement, mais ça pourrait venir. Bon, j'ai beaucoup parlé du climat dans les vidéos précédentes, je n'y reviens pas. En tout cas, c'est certainement pas la cause principale. Les pollutions, évidemment. Notez qu'ils ignorent chasse, braconnage, pêche. Bon, il y a encore d'autres choses, hein, circulation. Bon. C'est pas complet leur truc. Et les espèces exotiques envahissantes. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Eh bien, ce que je vais faire ici en moins de 5 minutes, c'est de vous expliquer comment une espèce devient envahissante. D'ailleurs, qu'elle soit exotique ou pas, qu'est-ce que ça signifie? Et si on estime que c'est un problème, ça se discute, vous allez voir. Eh bien, comment agir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Et est-ce que les éradiquer, comme ça se fait encore, en France, c'est heureusement assez rare, mais enfin, il y a eu les rhizmatures rousses quand même, qui étaient complètement éradiquées. Maintenant, il y a de nouveau des observations, mais je pense que s'il y a des populations qui s'installent, certains iront les massacrer. Il y a l'ibis sacré, qui est, je dirais, un peu entre deux eaux, mais je sais qu'il y a eu des tirs dans les colonies, etc. Donc, par les ornithologues, les amis des oiseaux, hein, donc déjà, les personnes qui m'écouteraient et qui ne sont pas expertes sentent qu'il y a un problème. Mais par rapport à des experts qui ont des arguments sur l'impact de ces espèces sur la faune, elles n'ont peut-être pas d'arguments.
Et donc je vais leur en donner tout de suite. Donc vous avez compris, je suis évidemment contre les éradications. Donc, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce qu'une espèce devient envahissante? Qu'est-ce qui se passe quand on introduit une espèce dans un écosystème? Et comment faut-il agir si on se rend compte qu'une espèce devient très très abondante? Est-ce que c'est trop abondant? Eh bien ça aussi, je vais vous montrer la différence entre une espèce très abondante et une espèce trop abondante. Avant de commencer les 5 minutes proprement dites, je précise, je suis contre toute introduction d'espèces ou même réintroduction. Pour ce qui est de la réintroduction, j'ai fait toute une vidéo pour en parler. Pourquoi je suis contre? Alors évidemment, si je suis contre la réintroduction, je suis encore plus contre l'introduction, la modification volontaire des écosystèmes. Et donc la question ici, c'est, soyons précis, une espèce exotique qui a été introduite il y a un certain nombre d'années, qui s'est adaptée aux écosystèmes, est désormais commune, voire abondante. Faut-il agir? Est-elle un problème pour l'écosystème? Est-elle une menace pour la biodiversité, comme c'est indiqué sur le site internet dont nous avons parlé? Ou est-ce que c'est faux? C'est parti pour 5 minutes. Dans un écosystème qui n'est pas touché par l'homme et qui ne subit pas un accident externe d'un phénomène non vivant, par exemple l'éruption d'un volcan, une tempête qui arrache les arbres, un feu, voyez bon. Il n'y a aucune surpopulation. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai fait une vidéo sur la surpopulation qui explique la notion, que ce soit pour les oiseaux, les autres animaux ou l'espèce humaine d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut provoquer une surpopulation? Eh bien, c'est presque toujours la même chose. Un accident ou une activité humaine. Cet accident ou cette activité humaine a généralement en effet de diminuer les ressources disponibles pour certaines espèces. Par exemple, vous avez un oiseau qui mange des fruits, vous avez un feu, il y a une partie des arbres fruitiers qui sont morts, donc il y a moins de fruits. Et donc, pendant un moment, l'oiseau qui est frugivore, qui est adapté à une certaine quantité de fruits, si la quantité de fruits était divisée par 2 à cause d'un incendie, il y en a 2 fois trop de ces oiseaux. Mais ce n'est pas de la faute des oiseaux, mais il y en a quand même trop par rapport à la ressource. Quand on est trop nombreux, c'est par rapport à la ressource. La ressource, c'est-à-dire la nourriture, très souvent. Il peut y avoir d'autres facteurs limitants, mais c'est l'exception. La règle, c'est la nourriture qui détermine la densité de population d'une espèce. Ce qui me rappelle, je le répète encore une fois, qu'un prédateur ne régule pas sa proie, c'est la densité de ses proies qui régule la population de prédateurs. Le prédateur va avoir une population en adéquation avec ses proies. Donc comment est-ce qu'un prédateur, par exemple, pourrait être surabondant? C'est parce qu'il y a beaucoup de proies. Mais il n'est pas en surpopulation. Il est abondant parce que sa proie est abondante. Si vous voulez, je prends aussi souvent l'exemple des colibris, vous avez dans une région plein de fleurs, vous avez plein de colibris. Est-ce qu'il y a trop de colibris? Ben non. Il y a juste les colibris qu'il faut en fonction de la quantité de fleurs. Si vous plantez encore plus de fleurs, il y aura encore plus de colibris. Et si vous coupez les fleurs, il y aura moins de colibris. C'est tout. Prédateur ou pas prédateur n'est pas la question. Alors comment est-ce qu'une espèce exotique peut devenir comme ça abondante? Il faut comprendre que chaque espèce a dans un écosystème une niche écologique. J'ai également fait une vidéo sur ce sujet, je vous la montre. Vous pouvez aller la voir, on explique aussi ce que c'est le biotope, le milieu, etc. Très rapidement, ça veut dire que dans un écosystème, chaque animal, chaque individu a son rôle. Et donc, son rôle qui comprend plein de paramètres. Comment est-ce qu'il niche, ce qu'il mange, comment il attrape sa nourriture, dans quelle partie de l'écosystème il exploite. Par exemple, s'il est insectivore, il peut attraper ses insectes au sol, sur les branches, sur les feuilles, en vol. Ce n'est pas la même niche écologique. Maintenant, il y a des niches écologiques très restreintes. Par exemple, en colibri, qui fait toujours son nid sur une petite brindille, avec de la mousse et de la toile d'araignée, et qui mange uniquement le nectar de 4 ou 5 fleurs, plus quelques invertébrés, quelques insectes volants en fait, il a une niche écologique alors très restreinte. Par contre, le corbeau, qui mange du végétal, de l'animal, qui est capable de faire son nid dans un arbre, au sol, sur un bâtiment, il a une niche écologique beaucoup plus large. Un écosystème qui n'est pas abîmé a généralement toute la niche écologique potentielle occupée. Donc, si vous introduisez un animal, il ne pourra pas trouver une place. Parce que, évidemment, les animaux qui vivent dans cet écosystème, ils le connaissent bien. Donc celui qui vient de l'extérieur, il le connaît moins bien, il ne peut pas concurrencer. Ceci est confirmé par les observations. Dans une forêt primaire, dans une savane intacte en Afrique, vous pouvez introduire tout ce que vous voulez, je ne vous conseille pas de le faire, j'insiste, mais si accidentellement un animal s'échappe, 2, 3, 4, ils ne vont pas former une population.
Mais malheureusement, presque partout dans le monde, les écosystèmes sont abîmés par les activités humaines. On a coupé des arbres, on a planté d'autres essences, on a mis des pesticides, on a construit des bâtiments, on a abîmé les sols, etc. Et donc, les espèces indigènes sont affaiblies puisque leur écosystème est dégradé. Il se peut très bien qu'une espèce ailleurs dans le monde soit déjà mieux habituée aux activités humaines, ou simplement que le nouveau milieu qu'on a créé, par exemple un milieu plus sec, souvent les milieux humides sont asséchés par l'humain, correspondent mieux au mode de vie d'une espèce qui n'était pas là. Donc si elle est introduite accidentellement et qu'elle s'adapte, elle va se faire une place, une niche écologique, et elle sera mieux adaptée que des espèces locales pour lesquelles l'écosystème ne convient plus. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet de dynamiser l'écosystème. Grâce à l'espèce exotique, il y a plus d'animaux. Donc, ce sont des réparateurs d'écosystèmes. Mais, voyant que les espèces indigènes, elles, diminuent, on croit que c'est à cause de l'espèce exotique, mais ce n'est pas le cas. Les espèces exotiques se font une place, pas certaines, une minorité en fait, quand elles sont introduites quelque part, parce que les espèces indigènes sont affaiblies par les activités humaines dans 99% des cas. Et donc, blâmer l'espèce exotique est une erreur. C'est parce qu'on n'a pas envie de voir que c'est de notre faute, et que c'est nous qui devons changer de comportement pour arrêter d'affaiblir les espèces qui vivent normalement dans les écosystèmes. Maintenant, il y a des écosystèmes qu'on ne recréera plus. Au centre de Bruxelles, je doute qu'on revienne à une hêtraie. Il peut y avoir quelques hêtres plantés, mais c'est fini. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer d'introduire, ou de réintroduire plutôt, du pic noir, du pouillot siffleur, je ne sais pas quoi? Ça n'a pas de sens, ça ne leur convient pas. Par contre, ça convient parfaitement à la perruche à collier. Mais réjouissons-nous, s'il n'y avait pas de perruche à collier, il n'y aurait rien à la place. Et donc, il y a des endroits, comme à Singapour, par exemple, où vous avez, dans les quartiers urbanisés, plus d'espèces exotiques que d'espèces locales. Mais heureusement qu'elles sont là, les espèces exotiques, parce qu'il n'y aurait rien d'autre à la place. C'est elles qui forment la biodiversité. Voilà, donc, comme je n'ai que 5 minutes, je ne peux pas aller dans plus de détails. Il y a d'autres aspects, vous avez peut-être des questions. Je vous invite évidemment à aller lire les articles, mais si vous n'aviez aucune idée de quoi on parle, j'espère que vous avez bien compris l'essentiel. Les espèces exotiques peuvent se faire leur place dans un écosystème que lorsque l'écosystème a été affaibli ou modifié par l'homme, et qu'il ne convient donc plus aux espèces indigènes, ou moins, donc les espèces indigènes diminuent, et il y a de la place disponible pour une exotique. Les exotiques n'étant pas responsables de la diminution des indigènes. Alors, très souvent, les gens qui lisent ça, qui entendent ça, ils demandent des exemples. Il y en a dans mon article. La perruche à collier, je viens de le citer. Ils disent d'accord pour la perruche à collier. Mais qu'est-ce qu'il en est de la renouée du Japon, du frelon asiatique, de l'écrevisse de Louisiane? Eh bien, il faut comprendre les écosystèmes et pas étudier au cas par cas. C'est exactement comme la conservation de la nature. Vous ne conserverez pas la biodiversité en essayant de sauver espèce par espèce, sachant qu'il y a plus de 150 espèces qui disparaissent chaque jour. Vous n'arriverez pas à créer 150 nouveaux projets par jour pour sauver les 150 espèces qui disparaissent. Avec des projets spécifiques, vous allez sauver 0,5%, 0,1% peut-être, 1% si vous êtes extraordinairement efficace, et encore, pour combien de temps? Ce qu'il faut, c'est changer radicalement notre mode de vie et notre manière d'exploiter les ressources pour que l'extinction de masse s'arrête. Et ça, je l'ai aussi expliqué comment faire dans une autre vidéo, que je vous recommande bien entendu. C'est pareil avec les exotiques. Vouloir étudier l'impact de chaque introduction, alors qu'il y en a eu des milliers, c'est une perte de temps considérable qui ne vous apporte rien. Si vous comprenez comment fonctionnent les écosystèmes, vous savez déjà que ce que je dis est correct. Et si vous ne savez pas comment fonctionnent les écosystèmes, sortez de chez vous et étudiez, observez. Et vous verrez que ce que je vous dis est correct. Et c'est pas parce qu'une perruche à collier arrive sur une mangeoire et chasse 3 mésanges, il faut dire, regardez, il y a moins de mésanges à cause des perruches à collier. Cette vision est beaucoup trop simpliste, elle est d'ailleurs complètement fausse. Il faut essayer de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des écosystèmes, l'intelligence des comportements des différentes espèces, végétales et animales d'ailleurs. Concernant les oiseaux, je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur le sujet. Les fêtes s'approchent et je vous conseille donc, je vous invite à offrir ce livre à votre entourage pour qu'ils comprennent mieux comment fonctionne la nature, qu'ils comprennent mieux comment fonctionnent les écosystèmes, et ça leur donnera peut-être envie de les protéger, de faire quelque chose, au lieu de laisser les choses disparaître sous nos yeux sans réagir. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais je vous invite d'abord à aller lire l'article en détail. Si vous avez des questions, il y a beaucoup de chances que l'article y réponde. Et n'essayez pas de trouver un cas qui ferait une exception à ce que je dis, parce que si vous en trouvez un, c'est probablement que les données, donc les informations, les observations qu'on vous donne ne sont pas correctes. Vous savez, les écosystèmes, c'est une mécanique.
Il n'y a pas de ça marche un peu comme ceci, comme là. C'est une mécanique qui est bien rodée. Et quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a un problème, et c'est toujours les mêmes problèmes qui sont récurrents. Et les problèmes actuellement, c'est l'humain qui coupe, qui assèche, qui apporte de l'eau où il ne faut pas, qui modifie les écosystèmes. Il modifie les écosystèmes, il modifie les espèces. Et s'il ne veut pas modifier les espèces, il doit arrêter de modifier les écosystèmes. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez le faire avec un pouce, vous pouvez le faire avec un commentaire, vous pouvez le faire en partageant cette vidéo, vous pouvez me faire un don sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description avec le lien de l'article que je vous recommande, évidemment, comme d'habitude. À très bientôt.